J'ai raconté l'histoire de socialisme ou barbarie comme une véritable histoire, comme un drame. Voici en effet un groupe de jeunes gens qui se liguent contre le monde entier, en pleine guerre froide, à une époque où il était essentiel de s'engager pour un bloc contre l'autre bloc. Eh bien, voilà que ces jeunes gens déclarent « Nous sommes contre les deux blocs à la fois, car ici et là, à l'Est comme à l'Ouest, c'est le même système, une classe dirigeante qui exploite une population réduite à l'état d'exécutants. » Alors on détesta ces jeunes gens présomptueux. Les communistes, bien entendu à gauche, mais autrefois, à gauche, la gauche c'était les communistes, et puis la droite aussi les détesta. Pendant les 17 années que dura le groupe, pas le moindre journal n'imprima jamais le nom de socialisme ou barbarie, ni n'évoqua son existence. Pas le moindre support ne nous demanda d'exprimer nos vues dans ces colonnes. Nous vivions dans une sorte d'exil interne. Nous en étions d'ailleurs assez contents parce que nous pensions que c'était le prix à payer parce que nous avions raison. Et en effet, nous avions raison. Les marxistes et Marx lui-même ont toujours insisté sur l'exploitation économique, pensaient que le capitalisme s'effondrerait à cause de l'exploitation économique. Nous pensions que l'essentiel était le fait que le capitalisme et le système bureaucratique interdisaient aux hommes d'exprimer leur essence qui était d'être actifs, de prendre leur sort entre leurs mains et de ne pas être des robots, et que le système s'effondrerait à cause de cela. Les ouvriers qui ont pratiquement disparu aujourd'hui en tant que classe étaient à cette époque-là des personnages mythiques qui étaient censés devoir transformer le monde. Moi, quand je rencontrais un ouvrier ou quand je passais devant une usine, j'avais le cœur qui battait très très fort. Jean Gabin, avant-guerre, a incarné l'ouvrier. Bon, après-guerre, il est devenu un bourgeois et un patron. Il comprenait les tendances. Mais avant-guerre, il représentait bien l'ouvrier qui parlait peu. Quand il était amoureux, bon, il ne traînait pas. « Je t'aime, tse », disait-il à l'objet de sa flamme. Et puis il ne disait rien d'autre. C'était un homme de peu de paroles, mais un homme d'actes. En 1956, les Polonais et les Hongrois se soulèvent. C'est le début de la fin de l'empire bureaucratique soviétique. L'insurrection hongroise marquait pour nous le début des grandes transformations que nous pensions devoir arriver. Nous pensions que les ouvriers hongrois étaient le fer de lance de l'insurrection, qu'à travers leurs conseils, ils dirigeaient les usines, qui dirigeaient également pendant quelque temps, pendant la lutte en tout cas, toute la société. En Occident, chez nous, les années 50 furent des années de grève sauvage. Les ouvriers ne voulaient plus être des pions entre les mains des syndicats, ils voulaient organiser le mouvement eux-mêmes. Ils ne voulaient pas non plus être des pions au sein des usines, ils voulaient avoir quelque chose à dire sur la manière d'organiser leur propre travail. Quand je suis entré dans le groupe, c'était en 1956, c'était un émerveillement. J'étais assis avec les dirigeants de la révolution future. J'étais à côté de Castoriadis, qui deviendra par la suite un philosophe connu, avec Claude Lefort, plus tard avec Lyotard, avec des ouvriers. J'étais véritablement assis parmi les dieux. À cette époque, j'ai recommencé de faire de l'alpinisme, chose que j'avais pratiquée quand j'étais plus jeune. Je grimpais souvent tout seul. J'étais face à la montagne. Je choisissais mon itinéraire. Je m'assurais moi-même. Et je me suis dit, c'est comme ça que je veux vivre.
ce besoin d'initiative et de responsabilité s'insinua dans toute la société et transforma les relations entre les gens totalement, entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, entre les patrons et les subordonnés, entre chacun et son corps, entre les gens et la nature. On refusait les conventions et les règles qui avaient régi l'existence depuis des siècles. On tourna les films, la caméra à la main, sans acteurs professionnels, demandant à ceux-ci d'inventer eux-mêmes le dialogue. Qu'on pense aux films de Cassavetes ou, chez nous, de Godard. On écrivit dans un style beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané. Là, on songe au roman On the Road, sur la route, de Jacques Kerouac. Cette spontanéité, ce naturel, on les retrouvait en peinture, on les retrouvait également dans la musique. Face à la montagne, les jeunes alpinistes refusaient les règles venues d'ailleurs d'autrefois des compagnies de guides. Ils regardaient la montagne et ils disaient « nous y allons avec nos propres idées, avec nos propres moyens, avec une seule règle, aller au sommet au plus vite ». Cette nouvelle manière de vivre, cette apologie de l'initiative privée, ce refus des contraintes venues de l'extérieur, bon, qui va emporter toute la société et toutes les sociétés jusqu'à nos jours, personne ne l'avait prévu. Nous avions deviné ce qui allait submerger le monde, cette grande vague de la réalisation de soi, de la prise de responsabilité personnelle et du refus du statut d'exécutant. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que le groupe n'a pas bondi? Pourquoi est-ce que les effectifs ne se sont pas multipliés? Pourquoi est-ce que le tirage de la revue ne s'est pas emballé? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas été parmi les principaux acteurs de mai 68? Pourquoi notre échec? Socialisme ou barbarie n'a jamais su se détacher du rêve marxiste de changer la société. Or, les gens, ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus pratique, de beaucoup plus immédiat. Ce qu'ils voulaient, c'était changer la vie. On a créé une figure assez extraordinaire qui est un homme ou une femme ou un enfant totalement libre d'une part et totalement esclave de l'autre, ou serf dans le sens du Moyen-Âge. Donc on est totalement libre dans la vie privée, on fait les choses que l'on considère devoir faire, on pousse d'ailleurs l'aventure très très loin dans sa vie privée, mais dans la vie collective, on est totalement passif, on regarde vers l'État, on demande qu'on nous aide. Chaque fois qu'on a un problème, paf, on se tourne vers le berger en lui disant « Berger, monsieur le berger, aidez-moi s'il vous plaît, est-ce qu'il faut que j'aille à gauche ou est-ce qu'il faut que j'aille à droite ?» Alors que dans la vie privée, on s'adresse à personne. Alors comment est-ce que ce personnage, ce type d'homme, est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Bon, avec Zeus, ça fonctionne ça. Parce que d'une part, il fait absolument ce qu'il veut. Il va à gauche, à droite, il revient au milieu de la nuit. Et en même temps, il est très heureux de constater qu'il y a de la nourriture dans son assiette. Et puis, quand il a des bobos, comme ça lui arrive, qu'on s'occupe de lui. Bon. Ça marche pour les chiens, ça marche pour les moutons. Mais est-ce que ça marche pour les hommes?